La première promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie est désormais opérationnelle. 19 élèves officiers viennent de recevoir leur diplôme d'aptitude ce samedi. Chacun d'eux est apte à diriger un escadron. Encore de bonnes perspectives pour les étudiants en fin de formation. L'Agence nationale pour l'emploi, l'Association des grandes entreprises du Togo et l'Institut supérieur de droit et interprétariat ont conclu une convention destinée à faciliter les stages pratiques aux jeunes diplômés. Demain, 31 mai, fête des mères, la NJSPF a organisé à cet effet des activités sportives pour honorer toutes les mamans. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Le compte à rebours a commencé pour les cotonculteurs. Ils doivent démarrer leurs activités agricoles dans les tout prochains jours afin d'obtenir des récoltes qui tiennent dans le temps imparti pour répondre aux besoins du marché. Les acteurs de la filière sont à Kara. Ils tiennent une réunion préparatoire pour le lancement de cette campagne cotonnière. Nestor Mousou. Objectif 200 000 tonnes. La barre de la production du coton a été placée à cette hauteur par le gouvernement togolais d'ici à 2022. Le coton est une culture stratégique pour l'économie nationale. Il est le premier produit agricole d'exportation et représente 20 à 40% des recettes de cette exportation. La filière a connu une profonde crise dans les années 2000. En procédant à la mise en place de la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, le gouvernement a donné un nouveau départ à la production de l'or blanc. Dès lors, les acteurs de cette culture ont convenu de se retrouver à Kara en début de chaque campagne en vue de se concerter. Au menu de la concertation, le bilan de la campagne écoulée et les actions à entreprendre pour gérer la saison qui s'ouvre. Pour la filière cotonnière, c'est des campagnes qui se chevauchent pratiquement. Vous êtes sur le point de finir une campagne qu'une nouvelle campagne commence. Donc la même réunion nous permet de faire le bilan, mais en même temps de préparer la nouvelle campagne. Donc nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le bilan de la campagne 2014-2015. Nous avons semé, nous avons suivi les parcelles, nous avons récolté, nous avons collecté et nous avons égrené. Nous allons faire le bilan de tous ces niveaux pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Les enseignements tirés de ce bilan nous permettront de nous projeter sur la campagne 2015-2016. Nous pouvons nous réjouir que nous nous étions fixés un objectif de 120 000 tonnes de coton graine et pour la première fois de l'histoire de la NSCT qui est partie de 28 000 tonnes en 2009-2010, nous avons franchi le cap des 100 000 tonnes. Nous avons produit 113 000. Au-delà de la performance de la campagne nationale 2014-2015 qui est donc de 113 000 tonnes de coton graine, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est réjoui du fait que les cours mondiaux qui avaient soulevé de réelles inquiétudes se sont finalement redressés et permis d'envisager avec sérénité la fin de la campagne. Koutira Bataka a félicité l'ensemble des acteurs de la filière pour leur mobilisation qui a contribué à l'atteinte de ce résultat. Il les a exhortés à se mobiliser davantage en ayant à l'esprit les 200 000 tonnes que le gouvernement a fixées à l'horizon 2022. Après de longues périodes prospères, la filière cotonnière a connu une traversée du désert, poussant carrément les producteurs à migrer vers d'autres activités. Mais il y a quelques années, l'État a mis les moyens, la relance est en cours. La campagne 2014-2015 a été assez prolifique. 113 000 tonnes de coton ont été produites. Le point avec Adolphe Baka. Après une longue période de gloire depuis sa création en 1974, la filière cotonnière au Togo a connu une crise de production dès la campagne 2000-2001. De 100 700 tonnes de fibres à ses débuts, elle a atteint au plus fort de sa production 188 000 tonnes en 1998, avant de connaître une chute de 30 000 tonnes depuis la crise jusqu'à la fin de la décennie. L'État togolais s'est alors engagé à relancer le secteur avec le paiement de la totalité des dettes aux cotonculteurs et aux partenaires de la chaîne de production. Il y a eu plusieurs actions, aussi bien au niveau de la NACT qu'au niveau des producteurs. Je voudrais particulièrement mettre l'accent sur le climat de confiance qui a été créé par la NACT à l'endroit des producteurs. Il était question de discuter avec les producteurs, de les mettre en confiance et de prendre des dispositions pour respecter un certain nombre d'engagements que nous prenons vis-à-vis des producteurs. Il s'agit de mettre en place des intrants en quantité suffisante et au bon moment.
Il s'agit d'accompagner les producteurs tout au long de la campagne. Il s'agit de collecter le coton qu'ils ont produit au fur et à mesure de la récolte. Et il s'agit surtout de pouvoir payer les producteurs à temps. Des réformes entreprises dans cette dynamique ont abouti à la création en 2009 de la nouvelle société cotonnière du Togo en remplacement de la Sotogo. Une nouvelle orientation pour la relance de la filière avec pour principal objectif de faire passer la production de 30 000 tonnes en 2010 à plus de 100 000 tonnes à partir de 2013 et viser 200 000 tonnes en 2022. Avec les réformes entreprises, il fallait créer la motivation au sein des producteurs, accroître les surfaces de production et rendre les intrants disponibles. Ici, nous sommes à Samakopé, une zone réputée dans cette culture. C'est la saison de la collecte après les récoltes. 46 000 tonnes en 2012, 69 000 tonnes en 2013 et plus de 100 000 tonnes à la campagne 2014-2015. C'est dire que les résultats augurent un lendemain meilleur pour la filière. Nous avons également mis l'accent sur la productivité, c'est-à-dire quelle quantité de coton, graines, le producteur récolte sur un hectare. Nous avons commencé en 2009 avec 645 kg à l'hectare. Cette année, nous sommes autour de 865 kg à l'hectare, ce qui nous permet d'augmenter la production sans augmenter outre mesure la superficie. La fixation du prix est un élément important justement dans ce climat de confiance qui est établi. Aujourd'hui, le prix n'est pas fixé, le prix est déterminé. C'est un calcul. Il y a un outil qui a été élaboré au moment de la réforme de la filière cotonnière. Donc, c'est un modèle mathématique. N'importe qui connaît ce modèle-là, vous prenez les paramètres sur le marché et le prix s'affiche tout seul. Et donc, ce travail se fait de commun accord avec les producteurs. Le Togo, petit producteur sur l'échiquier international pour s'affirmer, mise surtout sur la qualité de son produit. Sur toute la chaîne de production, tout est une priorité dans cette relance. L'État a mis donc les moyens, les paysans sont à l'œuvre, mais tout n'est pas encore gagné. Les techniciens en sont conscients et ils accentuent l'écoute conseil avec leur groupement. Le travail du coton est source de beaucoup d'emplois pour les jeunes, tout comme les formations diplômantes et professionnalisantes. Une convention cadre tripartite a été conclue vendredi à Lomé entre l'Institut supérieur de droit et interprétariat, l'Association des grandes entreprises du Togo et l'Agence nationale pour l'emploi. Ce partenariat entre le système d'enseignement supérieur et les opérateurs économiques vise à baliser la voie aux étudiants néo-demandeurs d'emploi à travers une facilitation des stages pratiques dans les grandes entreprises. Victorine Aïssa, Rachel Aoko. C'est un engagement que prend désormais l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET, l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, en signant cet accord avec l'ISDI, Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Un accord qui offre des stages de perfectionnement aux étudiants sortant de cet institut. Ces décideurs l'ont voulu ainsi pour aider ces jeunes à parfaire leur cursus scolaire en palliant ainsi le problème d'inadéquation entre la formation et l'emploi. Il s'agit de ces deux institutions qui ambitionnent de faire le lien entre le lieu du savoir, c'est-à-dire l'université, et l'entreprise, de façon à faire la jonction entre les connaissances et les vraies compétences du marché, de l'aider à mieux piloter une partie de la formation des jeunes. Notre apport, ce sera bien sûr d'être, comme d'habitude, à l'écoute des dirigeants d'entreprise en matière de demande d'emploi et de besoin d'emploi. Et puis, côté ISDI, ce sera d'offrir aux jeunes étudiants des stages de courte ou moyenne ou longue durée, mais des stages de formation pratique dans les entreprises. Pour bénéficier des avantages de cet accord, les étudiants sont tenus de réussir brillamment leur parcours selon les normes LMD. Pour être éligible au programme de stage, il faudra avoir validé les 60 crédits. De toute façon, les étudiants eux-mêmes, ils sont au courant et depuis le début, ils travaillent dans cette logique-là. Il y a à peu près 47 grandes entreprises qui contribuent de façon significative au budget de l'État. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 120 milliards de contributions au budget de l'État de ces entreprises-là. Et c'est vraiment des entreprises aujourd'hui qui ont besoin de jeunes diplômés
sur le marché de l'emploi, mais il faudrait que ces diplômés-là soient bien formés. Le ministre Nikwe Broum de l'enseignement supérieur a salué ce partenariat qui va permettre de favoriser l'employabilité des jeunes dans les entreprises. L'ISDI forme en droit et en interprétariat de la licence en master professionnel avec plusieurs débouchés permettant aux étudiants de ne pas être confrontés au chômage. Sa vision est de faire des étudiants d'aujourd'hui les véritables professionnels de demain. Formation professionnelle encore, 19 élèves officiers de la première promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie ont reçu leur diplôme de fin de formation. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée ce matin sur le nouveau site de la Direction générale de la Gendarmerie nationale à Kakaveli à Lomé. Les récipiendaires sont aptes à diriger une compagnie ou un escadron de gendarmerie. À travers cette remise de diplôme de fin de formation à ces 19 élèves officiers de gendarmerie, c'est un pilier fondamental de la refondation des forces de défense et de sécurité togolaises voulu par le chef de l'État, chef des armées, à savoir la formation du personnel qui se voit ainsi concrétisée. Pendant 42 semaines, ces élèves officiers, dont une femme, ont été formés sur le maintien de l'ordre, la police administrative, judiciaire et militaire, le droit pénal général et spécial, la procédure pénale, l'intervention professionnelle, la direction d'enquête, le combat, le tir et le sport. Désormais aguerris, ils sont aptes à commander une compagnie ou un escadron de gendarmerie selon les normes internationales. La joie était donc palpable à la gendarmerie nationale, dont le directeur général se dit fier de voir son institution se doter de cadres officiers hautement qualifiés qui viendront renforcer les capacités opérationnelles de ces unités au service des populations togolaises. Le lieutenant-colonel Massina Yotrofei a salué l'instauration du cours d'application des officiers de gendarmerie qui règle la question de formation spécialisée aux responsabilités de commandement de gendarmerie qui nécessite à la fois des connaissances pointues en droit et des aptitudes militaires. Il a exprimé sa gratitude au président de la République pour sa vision de refondation des forces de défense et de sécurité qui a permis l'organisation de ce cours. L'autre avantage du dit cours est de donner la possibilité d'orienter plus régulièrement les officiers de l'armée de terre vers la gendarmerie afin d'y injecter un capital humain expérimenté. Le but, selon le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de brigade Kadanga Félix, est de redynamiser cette composante des FAT pour lui permettre de relever au mieux les différents défis sécuritaires de l'heure auxquels elle doit faire face. Le général Kadanga a salué la détermination du président de la République, Faure Eswazimna Nyazingbe, à assurer à tous les Togolais un bien-être aussi bien économique, social que sécuritaire. Le cours d'application des officiers de gendarmerie a été créé le 3 juin 2014. Il est provisoirement logé sur le nouveau site de la Direction générale de la Gendarmerie nationale à Kakaveli à Lomé. Placé sous le commandement du lieutenant-colonel Paka Koko Palakbawe, il ambitionne d'être un centre d'excellence dans la sous-région. Le lycée d'enseignement professionnel et technique de Sokodé a été doté d'un bus de transport scolaire pour faciliter le déplacement aux élèves. C'est un don du chef de l'État remis par le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Lamarck Bodjola. Ce bus de 30 places est un don personnel du chef de l'État, Faure Eswazimna Nyazingbe. Il vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves qui peuvent désormais effectuer librement des sorties pour s'imprégner des expériences des autres établissements d'enseignement et de la formation professionnelle. Le président de la République a dépêché pour leur remettre le bus afin qu'ils puissent améliorer leur formation, afin qu'ils puissent se dépasser aisément quand il y a quelque chose à faire. Voilà le but de ma visite. On leur a montré le but, on leur a donné les moyens, à eux de se servir de ces moyens pour atteindre ce but. Ce but, c'est la réussite. La réussite pour venir nous remplacer dès demain. Donc merci à Monsieur le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimna Nyazingbe. Et nous savons qu'il a posé des actes, il continue de poser des actes en faveur de la jeunesse. Aujourd'hui encore, il a pensé à nous. Et comme vous le savez, nous bénéficions de sa part de l'environnement numérique de travail qui va consister désormais à faire en sorte que nous puissions répondre présents dans le monde du travail. C'est dans le même cadre que nous venons de recevoir ce bus. Donc au nom de l'établissement et au nom de tous les élèves,
nous lui présentons nos remerciements et notre gratitude. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a saisi cette occasion pour demander au corps professoral de donner une bonne formation aux élèves et éviter de leur transmettre la colère de leurs réclamations syndicales. Aux élèves, le ministre a indiqué que l'année sera excellente parce que tous les examens seront organisés dans les normes leur permettant de prouver leurs connaissances. Il les a prévenus contre le banditisme. Depuis quelques jours, Akiwumi Adesina est le successeur de Donald Kaberuka à la tête de la BAD. L'ancien ministre de l'Agriculture du Nigeria compte s'appuyer sur les résultats de son prédécesseur pour relever les nouveaux défis qui s'imposent à la banque. C'est le score réalisé par Dr Akiwumi Adesina, nouveau président de la BAD, Banque africaine de développement. Le candidat du Nigeria a également obtenu 60,5% des voix des pays régionaux africains. Le Tchadien Kordje Bedoumra a obtenu 31,62% des suffrages. Quant à la troisième candidate, la Cap-Verdienne Christiana Duarte, elle a recueilli 10,27% des voix. Âgé de 55 ans, Akiwumi Adesina est ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Nigeria. Le nouveau patron de la BAD a remercié son prédécesseur pour avoir fait de la banque une organisation solide. Il a promis poursuivre la tâche avec le soutien de tous, y compris ses concurrents malheureux. C'est un grand défi pour moi à relever après le président Kaberuka. Mais je suis sûr qu'avec votre soutien, on peut y aller et faire beaucoup de choses. Ce n'est pas moi qui ai gagné aujourd'hui. Vous m'avez simplement donné la responsabilité pour gérer la banque. Nous avons fait l'élection très transparente. On avait beaucoup poussé. Eux aussi, ils sont gagnés. Ils ont les amis pour avec moi. Je vais travailler avec eux. Et je le salue beaucoup. Et chaque pays qui a voté pour eux, je salue tous. Parce que c'était une élection très fantastique. Ce succès met fin à la série d'échecs du Nigeria qui a proposé à plusieurs reprises l'un de ses ressortissants à la tête de la Banque africaine de développement. Selon la ministre nigériane des Finances, c'est un succès pour l'Afrique. C'est merveilleux, nous sommes si contents, nous remercions Dieu. Le Nigeria a brisé la malédiction de 50 ans. Nous allons pour la première fois diriger cette institution et nous sommes très contents. Nous allons réussir. Akiwumi est un visionnaire, un homme fort, dynamique, quelqu'un qui sait comment l'économie fonctionne réellement. Avec cette élection, le Nigérien Akiwumi Adesina devient le 8e président de la Banque africaine de développement. Il prendra fonction le 1er septembre 2015 en remplacement du Rwandais Donald Kaberuka qui a dirigé la banque pendant 10 années. Le Nigeria a également un nouveau président, Muhammadu Buhari. Il a prêté serment hier. Sa priorité, la lutte contre Boko Haram. La nébuleuse islamiste a déjà causé la mort de 15 000 personnes dans le nord du pays et 1,5 million de Nigériens ont fui pour se réfugier dans d'autres localités, s'exposant ainsi à toutes sortes de précarité. Les gens qui ont fui la guerre, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Loin des fastes de la capitale Abuja, loin de la cérémonie d'investiture, cette famille attend patiemment le retour chez elle, à Madagali. Leur ville, située à plus de 1000 km d'ici, est tombée aux mains de Boko Haram l'été dernier. Ma maison était différente. Nous avions une clôture autour et une cuisine correcte. Ici, nous cuisinons à l'extérieur, sans un toit, et parfois trempés, car il pleut. Le nouveau président Muhammadu Buhari a promis, lorsqu'il était encore en campagne, de faire une guerre totale à Boko Haram. Aujourd'hui, ces déplacés qui, pour beaucoup, ont voté pour le candidat Buhari, lassés des belles promesses, veulent surtout des actes. Je prie pour que le général Buhari conduise son mandat avec succès. Il devra réussir à ramener toutes les personnes qui ont été déplacées et nous réinstaller dans nos villages. Les violences du groupe terroriste Boko Haram au nord-est du Nigeria ont entraîné le déplacement d'au moins 1,5 million de personnes. L'autre grand défi pour le président Buhari sera d'améliorer leur quotidien en attendant un hypothétique retour. La Côte d'Ivoire dit non à la Cour pénale internationale. Simone Gbagbo ne rejoindra pas son époux à La Haye. Elle sera jugée sur place à Abidjan par la justice ivoirienne. La Côte d'Ivoire maintient l'exception d'irrecevabilité par rapport à la requête de la Cour pénale internationale visant à se saisir du dossier de l'ex-première dame ivoirienne.
La CPI veut en effet organiser le procès de Simone Gbagbo à La Haye, alors qu'une procédure la concernant est encore en cours dans son pays. Les députés ont modifié en mars le code pénal, introduisant les notions de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le code pénal ivoirien fait apparaître la notion de crime de guerre et crime contre l'humanité, et Mme Gbagbo a été interrogée il y a 8 jours par un juge d'instruction sur ces incriminations. Donc en fonction de ces éléments, nous allons voir de quelle manière nous pouvons discuter ou amender cette décision. Un mandat d'arrêt de la CPI a été émis contre Simone Gbagbo, mais les autorités ivoiriennes refusent de lui livrer l'ex-première dame. La justice de son pays affirme être en mesure de la poursuivre pour les mêmes crimes que ceux lui étant reprochés par la Cour. La Côte d'Ivoire a dès lors soulevé une exception d'irrecevabilité pour contester la compétence de la CPI qui ne peut poursuivre un suspect que si la justice nationale ne veut ou ne peut le poursuivre. Il y a une volonté politique, au-delà des arguments juridiques, de l'incapacité de la justice ivoirienne. Il y a aussi la volonté politique. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il y a un besoin de rassemblement, il y a un besoin de réconciliation qui paraît plus important que l'exigence de l'impunité de la satisfaction de la justice internationale, qui est une justice sans état d'âme et impitoyable, qui ne tient pas compte de ses impératifs politiques immédiats. L'ex-première dame a été condamnée en mars à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Ses avocats ont annoncé un pourvoi en cassation alors qu'un autre procès pour des crimes de sang est prévu, mais à une date encore non déterminée. Reste à savoir si la Cour pénale internationale acceptera de relancer les débats comme le souhaitent les autorités ivoiriennes. Les États-Unis ont retiré Cuba de leur liste noire consacrée aux pays soutenant le terrorisme. Un pas de plus dans le rapprochement entre Washington et la Havane. Et dans la capitale cubaine, la nouvelle est bien accueillie. Depuis plusieurs semaines, elle a été annoncée au département d'État. Washington retire Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. Un geste salué à la Havane par ces Cubains qui attendent pour obtenir un visa américain. Heureusement, ils ont ouvert les yeux. Ils ont réalisé que nous ne sommes pas mauvais. Nous avons toujours combattu pour la paix, la solidarité. C'était injuste de nous mettre sur cette liste. Maintenant, la justice est rétablie. La Havane figurait sur cette liste noire depuis 1942, aux côtés entre autres de la Syrie et de l'Iran. Son retrait devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour que la présence de l'oncle Sam ne se limite plus au défilé de ces belles limousines américaines des années 50 dans les rues de la capitale cubaine. Le retrait de la liste n'est pas un retrait symbolique, c'est un retrait très concret pour les Cubains, parce que ça va permettre aux Cubains de pouvoir travailler avec les banques américaines, ça va leur permettre de travailler avec le reste du monde et à obtenir des financements d'institutions internationales. C'était impossible tant que Cuba était dans cette liste des États parrains du terrorisme. Prochaine étape, le rétablissement des relations diplomatiques et l'ouverture d'ambassades. Avant un voyage historique de Barack Obama à la Havane, il ne restera plus alors qu'à régler la question épineuse de l'embargo en vigueur depuis plus d'un demi-siècle. Bonne nouvelle pour les non-voyants du Togo, Africa for ICT met à leur disposition du matériel informatique adapté pour faciliter leur accès aux nouvelles technologies. Emmanuela Adjaklo, Albertine Yakin. Source essentielle du savoir et de compétences dans le monde actuel, l'outil informatique dispose d'une version adaptée aux handicapés visuels. Il s'agit du Job Access Speech, un nouveau logiciel qui permet de former les non-voyants. L'expérience ayant déjà fait ses preuves à Togoville depuis février 2013. Dans le Vaud, l'association Africa for ICT procède à son lancement officiel ce jour. En fait, grâce au logiciel que nous avons de nos jours, tout est possible pour eux aussi. Ils peuvent apprendre et avoir des compétences d'employabilité comme tout le monde. Nos élèves n'ont qu'un problème d'accessibilité. C'est ce que l'informatique adaptée est venue corriger pour un logiciel qui assiste les non-voyants afin d'accéder aux informations de manière rapide. Le gouvernement togolais, à travers les postes et l'économie numérique, entend apporter un appui à cette initiative. Nous avons annoncé le lancement du concours pour les meilleures applications togolaises très bientôt. C'est aussi une manière d'inviter les gens à concevoir des applications qui peuvent se mettre au service des personnes handicapées visuelles, par exemple. Le projet de formation a pour but
de favoriser l'insertion sociale des personnes vivant avec le handicap et l'épanouissement de cette catégorie de citoyens selon les responsables de l'association Africa for ICT. La NJSPF, Nouvelle Jeunesse pour le soutien au président Faure, a organisé ce samedi à Agoué un match de football pour faire honneur aux femmes à l'occasion de la fête des mères célébrée ce 31 mai. Martin Sandani Mankobi. Ce match de football donne le ton à la célébration de la fête des mères. Elles sont honorées chaque 31 mai. Une occasion aussi pour les membres de la Nouvelle Jeunesse pour le soutien au président Faure de saluer la victoire du candidat du parti UNIR à la présidentielle du 25 mai dernier. Avec la victoire de son excellence M. Faure Essence Nanya Simbé, la victoire qui est même celle du peuple togolais, donc il fallait matérialiser cette joie en couplant cela avec la fête des mères. C'est dans cette optique que la jeunesse a voulu prouver à nos mamans que franchement elles sont dans nos cœurs et que les jeunes accordent une attention et une affection à nos mères. Cette rencontre de 2 fois 20 minutes qui a mis aux prises les femmes FAT en blanc aux femmes balayeuses en bleu a été officiée par Ingrid Awadé. Une confrontation remportée par les femmes FAT sur le score étriqué d'1-0. Alors qu'en première période, ce sont les femmes balayeuses qui ont dominé la partie. À la reprise, les femmes FAT vont à leur tour prendre la partie à leur compte et ouvrir le score à la 25e minute, une œuvre de Chimène Koumassi. Et c'est sur ce score d'1-0 en faveur des femmes FAT que l'arbitre central met fin à cette rencontre. Une manifestation vivement appréciée par le commissaire au match. C'était très agréable. Je pense qu'en prélude à la fête des mères, nos mamans, nos sœurs ont su montrer qu'elles ont encore la forme. On a joué dans une ambiance conviviale, on a joué dans la paix, dans la sécurité. Les femmes ont gagné. Disons que les femmes ont gagné. Que ce soit une équipe ou l'autre, les femmes ont gagné. Nous avons pu montrer aujourd'hui que nous aussi, nous sommes capables de transférer, de courir et aussi de prendre du bon temps. L'équipe perdante des balayeuses a été récompensée avec une enveloppe de 100 000 francs, tandis que les femmes FAT ont reçu également 100 000 francs plus le trophée. Voilà, bonne fête à toutes les mères. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre aimable attention.